Le ventre de ma fille avait grossi, alors je l'ai emmené chez mon frère, un médecin. Pourquoi ne l'as-tu pas amené plus tôt? Son visage est devenu pâle en regardant les résultats des tests. Appelle la police maintenant. Et quitte ta maison aujourd'hui. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le manoir de Barbara Montgomery, situé dans le quartier huppé de Greenwich, dans le Connecticut, se distinguait par sa présence imposante, même parmi les grandes demeures environnantes. La propriété de style colonial, avec ses colonnes blanches saisissantes, était le symbole de l'héritage laissé par son défunt mari. Dans une petite chambre au deuxième étage de ce manoir, Rachel Montgomery posait la main sur le front de sa fille Sophie. « Tu as encore de la fièvre ?» La voix de Rachel était empreinte d'inquiétude. La santé fragile de sa fille de 15 ans était devenue sa plus grande source d'anxiété. Sophie secoua faiblement la tête. « Ça va, maman. J'ai juste un peu mal au cœur. » Cependant, Rachel pouvait clairement voir les changements chez sa fille. Au cours des derniers mois, l'abdomen de Sophie avait visiblement gonflé. Au début, elle avait pensé qu'il s'agissait simplement de changements corporels typiques de l'adolescence, mais c'était maintenant si prononcé que la jupe de son uniforme scolaire devenait serrée. Sophie se plaignait aussi de plus en plus d'une perte d'appétit et de nausées. Du rez-de-chaussée s'éleva la voix autoritaire de sa belle-mère, Barbara. « Rachel, le petit déjeuner est-il prêt? Jessica et les enfants seront bientôt là. » Même après avoir perdu son mari, Barbara continuait de régner en maître sur la famille. Sa voix portait toujours un ton autoritaire, et tous ceux qui vivaient dans cette maison devaient y obéir. Depuis 3 ans que Rachel était devenue mère célibataire, Barbara avait gracieusement permis à la mère et à la fille de vivre dans le manoir, mais en retour, elle exigeait une obéissance absolue. « J'arrive tout de suite, » répondit Rachel en serrant la main de Sophie. « Comment te sens-tu au niveau du ventre? » « Je le sens encore lourd. Mais même si je le dis à grand-mère, elle dit simplement que je fais encore la comédie. » La voix de Sophie portait un ton de résignation. On entendit la porte d'entrée s'ouvrir, suivie de la voix enjouée de Jessica. « Bonjour, maman. J'ai amené Emily et Ryan. » Jessica, la fille de Barbara et une perfectionniste, élevait constamment ses enfants de 8 et 6 ans pour qu'ils soient exemplaires, et ces enfants étaient loués par leur grand-mère, en contraste frappant avec Sophie. Lorsque Rachel descendit avec Sophie, la famille était déjà assise autour de la table du petit déjeuner dans la salle à manger. Jessica et ses enfants étaient assis autour de la grande table avec Barbara. Cependant, une petite table séparée avait été préparée pour Sophie. « Sophie, ta table est là-bas, » dit Barbara en désignant une petite table unique placée près de la fenêtre. « Tu sembles avoir pris du poids récemment, tu as donc besoin de restrictions alimentaires. » Jessica fronça les sourcils. « Vraiment? » La silhouette de Sophie m'inquiète. J'ai peur qu'elle ne soit une mauvaise influence pour mes enfants. Emily et Ryan mangeaient innocemment leurs céréales tout en jetant de temps en temps un coup d'œil à Sophie et en chuchotant entre eux. Sophie mangeait seule son toast à sa table, mais après quelques bouchées, elle grimaça et porta la main à sa bouche. « Tu te sens encore mal ?» demanda Rachel avec inquiétude. « Arrête ta comédie, Sophie », la voix de Barbara était glaciale. C'est inconvenant de se donner en spectacle juste pour attirer l'attention. À ce moment-là, le cousin Nathan, rentré de l'université, descendit les escaliers. Il était grand, avec une carrure athlétique due au sport, et était le membre le plus aimé de la famille. « Bonjour tout le monde. » La voix joyeuse de Nathan fit soudainement rougir Sophie. Ses yeux le suivaient, mais Nathan se contenta de saluer nonchalamment ses cousins avant de se joindre immédiatement à la conversation avec sa grand-mère et Jessica. En observant le comportement de sa fille, Rachel sentit son cœur se serrer. Les problèmes de santé de Sophie avaient commencé à peu près au moment où Nathan était rentré de l'université pour les vacances. Cependant, Barbara et Jessica traitaient seulement sa fille comme une enfant à problème et n'écoutaient pas sérieusement ses inquiétudes. Rachel, qui subvenait aux besoins du ménage avec son travail de bureau, n'avait pas les moyens financiers d'emmener sa fille voir un autre médecin. Vivant dans le manoir de sa belle-mère, il lui était également difficile d'aller à l'encontre des volontés de Barbara. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Sophie était de nouveau assise seule à la petite table près de la fenêtre. Lorsque Rachel tenta d'apporter une chaise pour s'asseoir à côté d'elle, Barbara lui lança un regard acéré. « Rachel, tu t'assois à la table familiale. Sophie doit prendre l'habitude de manger seule. C'est pour favoriser son indépendance. » Bien que les paroles de Barbara aient une justification superficielle, Rachel comprit la véritable intention.
Sa belle-mère essayait clairement d'ostraciser Sophie de la famille. Jessica hocha la tête en accord avec sa mère. C'est vrai, maman. Trop gâter Sophie n'est pas bon pour elle, dit Jessica en coupant des pancakes pour ses enfants. D'ailleurs, vu sa silhouette ces derniers temps, je pense que des restrictions alimentaires sont nécessaires. Émilie intervint innocemment. Est-ce que Sophie a un bébé dans son ventre? La maman de ma camarade de classe avait un gros ventre comme ça, aussi. Un lourd silence s'abattit sur la table. Le visage de Sophie devint rouge vif alors qu'elle baissait les yeux. L'expression de Barbara devint sévère. « Émilie, tu ne devrais pas dire de telles choses », gronda Barbara sa petite fille, mais elle lança ensuite un regard froid vers Sophie. « Vraiment, quel genre d'éducation reçoit-elle » Rachel commença à se lever, mais entendit alors le bruit de Sophie se levant brusquement de sa chaise et se précipitant vers la salle de bain. Le son de haut le cœur résonna dans le couloir. La comédie a recommencé, dit Jessica avec exaspération. Quel enfant pénible. Lorsque Rachel tenta d'aller voir Sophie, Barbara l'arrêta. Ne t'en préoccupe pas. Elle ne fait ça que pour attirer l'attention. Si tu y prêtes attention, ça ne fera qu'empirer. Cet après-midi-là, alors que Rachel organisait des documents au bureau de la compagnie d'assurance, elle reçut un appel de l'école de Sophie. Madame Montgomery? Je dois vous parler de Sophie. La voix de la professeure de sport, Madame Miller, semblait inquiète. Cela fait 3 semaines qu'elle ne participe pas aux cours de sport, prétextant qu'elle ne se sent pas bien. L'anxiété envahit la poitrine de Rachel. Je suis désolée. Elle se sent souvent malade à la maison aussi. C'est ce qui nous préoccupe. L'infirmière scolaire est également inquiète. Elle devrait probablement voir un médecin. Après avoir raccroché, Rachel demanda à son superviseur la permission de partir plus tôt et se dirigea vers l'école. Lorsqu'elle trouva Sophie à l'infirmerie, sa fille était allongée, le visage pâle. « Maman, j'ai tellement mal au ventre que je ne peux plus marcher. » La voix de Sophie était faible. L'infirmière scolaire expliqua avec inquiétude, elle ne se sent pas bien depuis ce matin et n'a pas pu déjeuner. Y a-t-il quelque chose qui pourrait en être la cause, à votre connaissance? Rachel installa Sophie dans la voiture et se dirigea vers la clinique voisine. Après 2 heures d'attente dans la salle d'attente, elles purent enfin voir un médecin. « Je ne vois aucune anomalie particulière », dit le médecin d'âge moyen, perplexe. Les analyses de sang sont également dans les normes. C'est peut-être lié au stress. Y a-t-il eu des changements à la maison ou à l'école? Rachel hésita à expliquer la situation dans la maison de sa belle-mère. Sophie garda également le silence. Pour l'instant, je vais prescrire des médicaments pour l'estomac, mais si les symptômes persistent, je vous orienterai vers un spécialiste. Quand elles rentrèrent à la maison, Barbara et Jessica étaient dans le salon en train de discuter des préparatifs du dîner. Lorsque Rachel rapporta les résultats de l'hôpital, Barbara ricana. Comme je le pensais. Tout ça n'était que de la comédie. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien, n'est-ce pas? Jessica acquiesça. Sophie veut juste de l'attention. L'emmener à l'hôpital comme ça ne fait que l'encourager à faire des caprices. Cette nuit-là, lorsque Rachel se rendit dans la chambre de Sophie, sa fille écrivait quelque chose à son bureau. En la voyant essayer précipitamment de le cacher, Rachel devint anxieuse. « Qu'est-ce que tu écris ?»« C'est mon journal intime. Mon professeur a dit que ce serait bien d'écrire mes sentiments. » Sophie répondit vaguement. Le lendemain matin, après le départ de Sophie pour l'école, Rachel entra dans la chambre de sa fille pour faire le ménage. Le tiroir du bureau était légèrement ouvert et le coin d'un journal était visible. Malgré son hésitation, son inquiétude pour sa fille l'emporta et elle ouvrit le journal. 15 octobre. J'ai encore mal au ventre. Mais personne ne me croit. Grand-mère dit que c'est de la comédie et tante Jessica dit la même chose. Maman me croit, mais quand on va chez le médecin, ils disent qu'il n'y a rien. Ça fait vraiment très mal. 20 octobre. Nathan est de nouveau rentré à la maison. Le simple fait de le voir me fait battre le cœur, mais pour lui, je ne suis qu'une cousine. Je suis sûr qu'il a une petite amie formidable à l'université. Peut-être que je suis bizarre de ressentir ça. 3 novembre. J'ai eu honte quand Émilie a dit cette chose sur les bébés. Mon ventre grossit ces derniers temps, mais ça ne peut pas être ça. Mais si c'était le bébé de Nathan? Je suis horrible de penser à de telles choses. Les mains de Rachel tremblaient. L'angoisse de sa fille débordait des lignes du journal. Sophie éprouvait des émotions naturelles pour une jeune fille de 15 ans, mais dans cette maison, elle n'était même pas autorisée à les exprimer. L'après-midi, lorsque Sophie revint de l'école, son teint était encore pire.
Elle pouvait à peine monter les escaliers et dut s'asseoir à mi-chemin. Sophie. Rachel se précipita à ses côtés alors que sa fille semblait sur le point de perdre connaissance. Barbara sortit dans le couloir et dit avec un dégoût non dissimulé, « C'est encore de la comédie. J'en ai vraiment marre. » Cependant, l'état de Sophie n'était clairement pas normal. Son visage était pâle et des sueurs froides perlaient sur son front. Quelque chose se brisa en Rachel. Elle ne pouvait plus laisser sa fille dans cette situation. Elle pensa à son frère, David. Son frère de 38 ans, un interniste, examinerait sûrement sa fille correctement. Rachel sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes et composa le numéro de son frère. « David, c'est moi, Rachel. S'il te plaît, peux-tu examiner Sophie tout de suite? Quelque chose ne va pas avec elle. Je n'en peux plus. » La voix de son frère devint tendue à l'autre bout du fil. « Quels sont les symptômes? Amène-la immédiatement à la clinique. Je prépare tout maintenant. » Rachel porta Sophie jusqu'à la voiture. Barbara cria derrière elle, « Quelle perte de temps! Encore de l'argent gaspillé. » Mais Rachel ne se retourna plus. La clinique de David était située au 3e étage d'un petit immeuble médical dans le centre-ville de Greenwich. Il était d'une nature douce et avait la confiance de ses patients, prenant une responsabilité particulière lorsqu'il s'agissait des problèmes de santé familiaux. Quand Rachel arriva, David attendait déjà dans la salle d'examen. Au moment où il vit Sophie, son expression changea. En voyant le teint pâle de sa nièce et son abdomen visiblement gonflé, les signaux d'alarme retentirent dans son esprit. « Sophie, comment te sens-tu » demanda David d'une voix douce. Sophie répondit faiblement, « J'ai mal au ventre et j'ai la nausée. Mais tout le monde pense que je mens. » « Personne ne pense ça, » dit David en prenant la main de Sophie. « D'abord, peux-tu me dire quand les symptômes ont commencé ? » « Il y a environ 3 mois, je suppose. » Au début, c'était juste une légère nausée, mais ça s'est progressivement aggravé. David commença un historique médical détaillé. Il vérifia soigneusement son cycle menstruel, ses dernières règles, les changements d'appétit et les fluctuations de poids. Rachel, assise sur une chaise, observait sa fille, mais remarqua que l'expression de son frère devenait de plus en plus sérieuse. « Sophie, pourrais-tu t'allonger un instant ? Je dois examiner ton abdomen. » En palpant l'abdomen de Sophie alors qu'elle était allongée sur la table d'examen, les mains de David s'arrêtèrent. Le gonflement abdominal était clairement anormal et la fermeté était différente d'une prise de poids typique. Cependant, quelque chose semblait également différent d'une grossesse. Faisons une échographie, David ordonna à l'infirmière de préparer l'équipement. Lorsque l'échographie commença, l'expression de David devint encore plus grave en regardant les images affichées sur le moniteur. Aucune ombre fœtale n'était visible dans l'utérus. Cependant, il ne parvenait pas à trouver une cause claire pour expliquer le gonflement abdominal. Faisons aussi une prise de sang. Nous aurons les résultats tout de suite. Pendant la prise de sang, Sophie tremblait. « Oncle David, suis-je malade ? » « Je ne sais pas encore, mais je te promets que nous trouverons la cause, alors ne t'inquiète pas. » 30 minutes plus tard, les résultats des analyses de sang arrivèrent. Au moment où David vit les résultats, son visage devint blême. Le test de grossesse était négatif, mais les niveaux d'hormones de stress étaient anormalement élevés, et il y avait aussi des signes de malnutrition. De plus, plusieurs indicateurs de symptômes psychologiques avaient atteint des niveaux dangereux. « Rachel, je dois te parler. Peux-tu sortir un instant ?» Dans le couloir, David fit face à Rachel avec une expression sévère. « Pourquoi ne l'as-tu pas amenée plus tôt ?»« David, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Rachel tremblait. « Ce n'est pas juste un cas de malaise. Regarde les chiffres de Sophie. » David montra les résultats des tests. Les hormones de stress sont 3 fois supérieures à la normale, malnutrition, et des symptômes typiques de violence psychologique. Les mains de Rachel tremblèrent. « Violence psychologique ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » L'environnement familial a des effets physiques et mentaux graves. C'est très probablement un cas de pseudociesis, mais le contexte qui l'a déclenché implique une pression psychologique systématique. David retourna dans la salle d'examen et parla doucement à Sophie. « Sophie, dis-moi honnêtement, y a-t-il quelque chose de difficile qui se passe à la maison ? Est-ce que quelqu'un a dit ou fait des choses qui t'ont blessé ?» Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Grand-mère et tante Jessica m'appellent une enfant à problème. Elles disent que je ne fais pas vraiment partie de la famille. Et elles me disent de rester loin de Nathan. »« Nathan, ton cousin Nathan ? Je l'aime bien, mais je sais que je ne devrais pas ressentir ça. Grand-mère a dit que c'était dégoûtant.
Le visage de David devint encore plus pâle. En 20 ans de carrière de médecin, il n'avait jamais vu une violence psychologique aussi calculée et malveillante. Ils avaient intentionnellement isolé Sophie et l'avaient fait se sentir coupable de ses émotions naturelles, détruisant ainsi sa santé physique et mentale. J'appelle la police immédiatement. Et vous devez quitter cette maison aujourd'hui, dit David à Rachel. La police? Mais aucun crime n'a été. C'est absolument un crime. C'est de la maltraitance infantile, Rachel. L'état de Sophie est dangereux si nous ne changeons pas son environnement immédiatement. David sortit son téléphone portable et commença à contacter les services de protection de l'enfance. Oui, c'est une urgence. Une jeune fille de 15 ans a été soumise à de graves abus psychologiques et présente des symptômes de pseudociesis. Une enquête immédiate est nécessaire. Sophie tremblait sur la table d'examen. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, Sophie, tu n'as rien fait de mal. Ce sont les adultes qui t'ont blessé qui ont tort. David prit la main de sa nièce. Mais tu es en sécurité maintenant. Ton oncle te protégera absolument. Rachel était confuse. Mais si nous quittons la maison de Barbara, nous n'avons nulle part où aller financièrement. Venez chez moi. Je pourrais aussi me concentrer sur le traitement de Sophie, dit David fermement. C'était de la violence calculée, Rachel. Cette famille poussait intentionnellement Sophie à bout. 30 minutes plus tard, le personnel des services de protection de l'enfance arriva. Des policiers se présentèrent également. David expliqua les résultats des tests et fit un rapport détaillé de la situation de Sophie. C'est un pseudociesis, confirma un conseiller psychologique spécialisé après l'examen. Un stress sévère et une pression psychologique ont poussé le corps à créer des symptômes de grossesse. En particulier, la culpabilité d'éprouver des sentiments amoureux interdits a aggravé les symptômes. Un policier expliqua à Rachel, vous pouvez engager des poursuites judiciaires contre les membres de la famille qui ont abusé de votre fille. De plus, comme mesure d'urgence, nous vous recommandons de déménager dès ce soir. David posa sa main sur l'épaule de Sophie. Sophie, les choses vont être différentes maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. Sophie hocha la tête à travers ses larmes. La cause de ces 3 mois de souffrance avait enfin été révélée, et en même temps, une main secourable lui avait été tendue. Elle ressentait à la fois soulagement et confusion. Ceci, continua David, choisissant ses mots avec soin, équivaut à une tentative de meurtre psychologique pour avoir poussé une jeune fille de 15 ans à ce point. Rachel serra sa fille dans ses bras, commençant enfin à comprendre la gravité de la situation. Les actions de Barbara et Jessica n'étaient pas de la simple méchanceté, mais des abus systématiques qui avaient détruit l'esprit et le corps de sa fille, et qui avaient provoqué le grave symptôme de pseudociesis de Sophie. En quittant la salle d'examen, David se retourna et dit, « Aujourd'hui est le début de la nouvelle vie de Sophie. Elle ne retournera plus jamais dans cette maison. » Les véhicules de police arrivèrent au manoir de Barbara Montgomery vers 18h ce soir-là. Le son des sirènes brisant le calme du quartier huppé fit que les voisins regardèrent par leurs rideaux pour voir ce qui se passait. « Que se passe-t-il » demanda Barbara à Jessica avec anxiété en regardant par la fenêtre du salon. Elle pouvait voir 2 policiers et des membres des services de protection de l'enfance se diriger vers la porte d'entrée. Lorsque la sonnette retentit, Barbara ouvrit la porte en gardant sa dignité. « Puis-je vous aider ? Êtes-vous Barbara Montgomery ? Je suis Johnson, des services de protection de l'enfance. Voici le sergent-détective Miller de la police de Greenwich. Nous devons vous parler. » Jessica envoya les enfants à l'étage et se dépêcha de retourner au salon. Nathan sortit également du bureau où il travaillait sur ses devoirs universitaires, observant la situation avec une expression tendue. Johnson ouvrit son carnet. « Nous aimerions vous poser des questions sur Sophie Montgomery. Nous avons reçu des rapports sérieux concernant le traitement qu'elle reçoit dans cette maison. » Le traitement ? La voix de Barbara portait de l'irritation. « Comme c'est dramatique. Sophie est ma petite fille et je m'occupe d'elle correctement. Alors pourquoi la faites-vous manger seule à une table séparée ?» demanda calmement le sergent-détective Miller. Barbara fut momentanément décontenancée mais se reprit rapidement. Cela fait partie de son éducation pour favoriser son indépendance. Johnson ouvrit un autre document. Selon le diagnostic d'un médecin, Sophie présente des symptômes de troubles de stress sévères et de malnutrition. Elle a également développé un symptôme psychologique grave appelé pseudociesis. « Pseudociesis » s'exclama Jessica, surprise. « C'est ridicule. » À ce moment, Nathan s'avança. «
attendez, j'ai aussi quelque chose à dire. Tout le monde regarda Nathan. Il était nerveux mais semblait déterminé. Je savais que Sophie avait des sentiments spéciaux pour moi, mais pour moi, elle n'est qu'une cousine. Comme une petite sœur, continua Nathan avec une expression sérieuse. Mais j'ai aussi vu grand-mère et tante Jessica dire des choses horribles à Sophie. Le visage de Barbara devint blême. Nathan, que dis-tu? Grand-mère a dit, Sophie, tu n'es pas de la vraie famille. Elle a aussi dit, ne t'approche pas de Nathan. C'est dégoûtant. J'aurais dû l'arrêter, la voix de Nathan tremblait. J'ai vu Sophie maigrir et perdre son énergie. Johnson demanda en prenant des notes, Y a-t-il eu d'autres déclarations similaires? Nathan hocha la tête. Tante Jessica a aussi dit des choses comme mauvaise influence pour mes enfants et les a fait éviter Sophie. Pendant les repas aussi, il la traitait comme si elle avait une maladie contagieuse. Jessica tenta de protester, mais le sergent détective Miller l'arrêta. D'abord, laissez-nous vérifier les faits. Voici un mandat de perquisition du tribunal de la famille. Les policiers se rendirent dans la chambre de Sophie et découvrirent son journal, en vérifiant le contenu. Le journal contenait des récits détaillés de 3 mois de souffrance psychologique. 5 octobre. Ils m'ont encore traité de grosse aujourd'hui. Mon ventre ressort, mais je mange moins qu'avant. Les yeux de grand-mère sont effrayants. 22 octobre. Tante Jessica m'a dit de rester loin d'Emily et Ryan. Elle a dit que j'étais une mauvaise influence pour les enfants. Suis-je vraiment une si mauvaise enfant? 10 novembre. Quand j'ai croisé Nathan dans le couloir, grand-mère a crié, ne le regarde pas avec ses yeux dégoûtants. Mes sentiments sont-ils si mauvais? Mais je ne peux pas les contrôler. Johnson continua d'interroger Barbara et Jessica en lisant des extraits du journal. Vous souvenez-vous d'avoir fait ces déclarations? Barbara resta silencieuse, mais Jessica prit la parole. Nous avons dit ces choses pour son propre bien. Nathan est un étudiant universitaire avec un avenir prometteur, et nous pensions que ce serait problématique si sa cousine développait des sentiments étranges pour lui. Des sentiments étranges? Le sergent détective Miller fronça les sourcils. Il est naturel pour une jeune fille de 15 ans d'admirer un homme plus âgé. Qualifier cela de dégoûtant est ce qui est problématique. À ce moment, Rachel, Sophie et David arrivèrent de la clinique. Sophie tenait la main de sa mère en entrant prudemment dans la maison. Un conseiller psychologique spécialisé les avait également accompagnés. Sophie, tu peux nous raconter en toute sécurité ce qui s'est passé ici. Plus personne ne te blâmera. Sophie commença à parler d'une voix tremblante. Grand-mère me criait dessus juste parce que je regardais Nathan. Elle disait, vous êtes cousin germain. Mais je ne faisais rien de mal. Tante Jessica disait tous les jours que j'étais grosse. Inconvenante, embarrassante. On me faisait manger seule comme si j'étais punie. Le conseiller demanda doucement, quand ton ventre a-t-il commencé à te faire mal? Quand Nathan était à la maison. Quand je le regardais, mon cœur s'emballait, mais je savais que ses sentiments étaient mauvais, et cela me faisait souffrir. Puis mon ventre a vraiment commencé à me faire mal et il a gonflé comme s'il y avait un bébé. Le conseiller psychologique se tourna pour expliquer. Ce sont des symptômes typiques de pseudociesis. La culpabilité d'éprouver des émotions interdites et une pression psychologique continue ont provoqué des symptômes physiques. Barbara prit enfin la parole. Nous ne faisions que l'éduquer. Les sentiments incestueux sont moralement problématiques. David répondit avec indignation. L'admiration pour un cousin n'est pas de l'inceste. Utiliser cela comme prétexte pour tourmenter psychologiquement une jeune fille de 15 ans n'est rien d'autre que de la maltraitance infantile. Le sergent détective Miller exposa sa conclusion. Les preuves sont suffisantes. Abus psychologique systématique, menace grave pour la santé et le bien-être d'un enfant. Barbara Montgomery, Jessica Harrison. Nous vous emmenons pour interrogatoire sous l'accusation de maltraitance infantile. Jessica paniqua. Mais nous n'avons jamais utilisé de violence physique. La violence psychologique est aussi un crime grave, répondit calmement Johnson. Surtout quand elle est planifiée et continue. C'est un crime majeur. Nathan s'approcha de Sophie. Sophie, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. Tu n'as rien fait de mal. Tes sentiments sont naturels et tu n'as pas à en avoir honte. Sophie hocha la tête à travers ses larmes. La culpabilité qu'elle avait portée pendant 3 mois se dissipait progressivement. Rachel posa la main sur l'épaule de David. Merci. Si tu n'avais pas été là, ma fille aurait. Ce n'est pas encore fini, dit David avec détermination. Le traitement de Sophie prendra du temps.
Mais je ferai certainement revenir l'enfant joyeuse qu'elle était. » Alors que les policiers emmenaient Barbara et Jessica, Sophie sentit l'espoir pour la première fois en 3 mois. Le long cauchemar était enfin terminé, et une nouvelle vie était sur le point de commencer. 3 mois plus tard, la lumière printanière du soleil filtrait par les fenêtres d'un petit appartement à Stanford. L'appartement d'une chambre que Rachel et Sophie avaient nouvellement loué était modeste comparé au manoir de Barbara, mais pour elles deux, c'était le foyer le plus paisible qu'elles aient jamais connu. « Maman, ça sent les pancakes », Sophie sortit de la chambre et sourit à Rachel dans la cuisine. Telle une personne complètement différente d'il y a 3 mois, des couleurs saines étaient revenues sur ses joues. « Comment te sens-tu au niveau du ventre ?» demanda Rachel avec inquiétude. « Ça ne fait plus mal du tout. Comme l'a dit le conseiller, quand on est dans un endroit sûr, le corps se sent en sécurité aussi. » Sophie s'assit à la petite table à manger. Maintenant, prendre le petit déjeuner ensemble à la même table était leur moment le plus précieux. Grâce à des séances de conseil 2 fois par semaine, les symptômes de pseudociesis de Sophie avaient complètement disparu. Le gonflement abdominal était parti, et les nausées ainsi que la perte d'appétit s'étaient améliorées. Plus important encore, elle avait recommencé à sourire. « J'ai eu des nouvelles de l'oncle David », dit Rachel en préparant le café. « À propos du procès. Barbara et Jessica avaient été inculpées de maltraitance infantile, et le procès était en cours. Les preuves étaient accablantes, et leur condamnation était considérée comme certaine. Barbara avait complètement perdu son statut de notable de la communauté et avait été abandonnée par les résidents du quartier. La situation de Jessica était encore plus grave. Son mari, Michael, en apprenant les agissements de sa femme, avait demandé le divorce et se battait pour la garde d'Emily et Ryan. Michael soutenait que, sachant ce que ma femme a fait à Sophie, je ne peux pas lui confier les enfants. Il y a aussi une lettre de Nathan. Rachel tendit l'enveloppe à Sophie. Nathan, qui était retourné à l'université, envoyait des lettres d'excuses et d'encouragement chaque semaine. Il regrettait profondément de ne pas avoir pu arrêter les agissements de sa grand-mère et de sa tante et souhaitait sincèrement le rétablissement de Sophie. En lisant la lettre, Sophie sourit paisiblement. Nathan souffre aussi. Mais je n'ai plus de sentiments spéciaux pour lui. Ces sentiments à l'époque étaient probablement une illusion créée par un cœur en manque d'affection. La psychologue, Dr. Watson, avait expliqué les symptômes de Sophie comme un comportement compensatoire dû à l'isolement affectif. Dans un environnement où elle ne pouvait pas recevoir d'amour de sa famille, son cœur avait cherché le salut auprès d'un jeune homme gentil à proximité. Et lorsque cela lui fut interdit, c'est devenu une blessure psychologique encore plus profonde qui s'est manifestée par des symptômes physiques. « L'école est amusante maintenant », raconta Sophie à propos de sa vie dans son nouveau lycée. « Je me suis fait des amis et j'ai aussi rejoint le club de théâtre. » En raison du changement de travail de Rachel, elles avaient déménagé dans la région de Stanford. Sophie avait été transférée au lycée public local et retrouvait sa véritable identité dans ce nouvel environnement. Ayant surmonté ses expériences passées douloureuses, elle était devenue une personne beaucoup plus forte et plus gentille qu'auparavant. « Oncle David vient le mois prochain. Il te fera un dernier bilan de santé. Je suis contente. Je suis vraiment reconnaissante envers l'oncle David. » La voix de Sophie était empreinte d'une gratitude sincère. Si l'oncle David n'avait pas été là ce jour-là. Tout ça, c'est du passé maintenant, dit Rachel en serrant la main de sa fille. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. L'après-midi, les deux femmes se promenèrent dans un petit parc près de leur appartement. En regardant les familles avec des enfants jouer sur l'herbe, Rachel réfléchit. Financièrement, les choses étaient plus difficiles qu'avant, mais la tranquillité d'esprit était irremplaçable. « Maman, merci », se tourna soudainement Sophie vers sa mère. « De m'avoir protégée. La vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang, n'est-ce pas ? C'est exact. L'amour, la compréhension et le sentiment de prendre soin les uns des autres. C'est ce qui crée les liens familiaux. » Le coucher du soleil projetait de longues ombres des deux silhouettes. Les jours sombres passés dans le manoir de Barbara semblaient désormais de lointains souvenirs. Mère et fille rentrèrent chez elles main dans la main. Leur petit appartement les attendait, chaleureusement éclairé par le soleil du soir. Elles avaient fini par comprendre profondément que le vrai bonheur ne résidait pas dans une vie luxueuse ou un statut social, mais dans le temps passé paisiblement avec ceux qu'on aime. Et le prix qu'elles avaient payé pour obtenir ce bonheur n'avait certainement pas été vain. Le sourire de Sophie le prouvait plus que toute autre chose.